Merci beaucoup, Monsieur Picard-Bertrand, d'avoir accepté cette interview historiquement datée, parce qu'elle est très importante en ces moments difficiles. Bien sûr, Monsieur Bertrand Piccard est médecin, en même temps pilote. Il a des grands exploits qu'il a réalisés. Il a fait le tour du monde en 1999 en ballon. Et bien sûr, après avoir fait beaucoup de tentatives auparavant, ce qui est intéressant aussi. Donc, en fin 2015, il a terminé le tour du monde avec son avion solaire. Et il est arrivé au Maroc, c'est-à-dire la première fois en Afrique, c'était à Rabat. C'était le 5 juin 2012 à 23h27 le 5 juin. Et depuis, je pense que vous avez fondé la fondation Solar Impulse, qui vous permet de militer pour une bonne écologie et des bons produits industriels qui respectent l'écologie. Bien sûr, vous êtes vous-même, vous êtes ambassadeur des Nations Unies en ce qui concerne l'environnement. Vous êtes le fils d'un physicien qui a travaillé à la NASA dans le cadre du programme Apollo, et vous êtes le petit-fils d'un grand physicien, Auguste Piccard. Voilà, donc après cette présentation utile pour nos lecteurs de Health Magazine, je commence par une première question, Monsieur Bertrand Piccard. C'est que, qu'on le veuille ou non, le confinement a eu des effets positifs sur la nature. Et bien sûr, on voit de temps en temps des animaux qui rentrent à Paris, dans certaines villes, on voit la reprise de la nature à Venise. Que pensez-vous justement? Est-ce qu'on doit, quelles sont les leçons qu'on doit tirer de ce confinement pour l'effet positif de la nature? Alors, ce qu'on voit cette année, c'est qu'il y a une diminution de 8% des émissions de CO2 et effectivement un retour d'animaux, d'un air plus pur, d'une eau plus claire. Mais le prix à payer pour ça, c'était l'effondrement de l'économie mondiale. Donc, c'est évident qu'on ne peut pas envisager de protéger l'environnement en détruisant l'économie de la planète. Ça ferait encore plus de souffrance. C'est des millions de gens qui perdent leur travail, qui manquent de revenus, qui manquent de nourriture. Enfin, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça que pour moi, la notion de décroissance n'est pas possible. Elle n'est pas réaliste. En même temps, la croissance soi-disant illimitée, où on consomme de plus en plus, ça amène à un chaos environnemental. Donc, je dirais que ni l'un ni l'autre ne marche. Et ce que je crois vraiment, c'est qu'il faut entrer dans une notion de croissance qualitative. Et la croissance qualitative, c'est quand on crée des emplois et on génère du profit et une croissance économique, mais en remplaçant les vieilles infrastructures, les vieux systèmes polluants, inefficients et archaïques par des infrastructures, des systèmes, des technologies qui sont propres, qui sont modernes et qui protègent l'environnement. Et pour moi, la croissance économique ne veut pas dire qu'on produit et qu'on consomme toujours plus de tout. Au contraire, ça veut dire qu'on devient de plus en plus efficient. Merci. Et ce qui me ramène à la deuxième question, et je pense, Monsieur Bertrand Piccard, vous militez pour une écologie pragmatique. C'est-à-dire, vous dites que, l'équilibre, justement, avec ce que vous venez de dire, tout en assurant la croissance économique, il faut aller vers une écologie pragmatique, c'est-à-dire rentable financièrement pour les chefs d'entreprise. Alors, d'où ma question, est-ce qu'il est possible justement d'envisager cette économie pragmatique ou cette écologie pragmatique dans le cadre d'une économie compétitive, sans, par exemple, instaurer une taxe de carbone pour faire justement l'équilibre entre les projets financièrement rentables, polluants, et les projets qualitatifs dont vous venez de parler, Monsieur Bertrand Piccard? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il faut parler le langage des gens qu'on veut convaincre, c'est-à-dire le langage politique, le langage économique, financier et industriel. Et c'est pour ça que la Fondation Solar Impulse, maintenant, a lancé la deuxième partie de son action, après avoir fait la première partie qui était plus symbolique en faisant le tour du monde en avion solaire. Maintenant, la deuxième partie, c'est de sélectionner 1000 solutions technologiques qui sont capables de protéger l'environnement
mais de façon financièrement rentable. Et d'offrir ces solutions aux gouvernements et aux grandes entreprises pour permettre à tout le monde d'avoir des politiques énergétiques et politiques environnementales beaucoup plus ambitieuses. Donc ça fait déjà une grande partie du chemin. On a déjà 550 de ces solutions qui ont été labellisées par la Fondation Solar Impulse. Donc, qui sont garanties comme crédibles, elles fonctionnent, comme rentables, elles créent de l'emploi et du profit, et comme écologiques, c'est-à-dire qu'elles protègent l'environnement. Maintenant, ceci dit, il y a aussi d'autres choses qu'il faut mettre en place de manière à pouvoir respecter les règles élémentaires de l'économie. Aujourd'hui, on ne respecte pas les règles économiques quand on fait de la pollution et qu'on n'assume pas le coût de cette pollution. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas les externalités. Si vous polluez une rivière pour vous débarrasser de produits polluants, vous mettez en danger le reste de la population, vous détruisez des poissons, vous portez préjudice au tourisme. Donc en fait, vous faites des dégâts économiques et la pollution crée des dégâts économiques. Le CO2 crée des dégâts économiques parce que ça fait des changements climatiques, ça génère des catastrophes naturelles, ça génère aussi avec tous les polluants, les particules qui sont émises dans l'atmosphère, des maladies pulmonaires, des cancers, des bronchites, des crises d'asthme, etc. Donc ça crée des dégâts. Et c'est pour ça que quand on parle d'externalités, ce n'est pas normal qu'on ne paye pas pour les externalités. Donc la taxe carbone, c'est simplement une manière de corriger une vieille injustice où on n'assume pas le coût de ce qu'on fait. Dans un système économique, il faut que le système tienne par lui-même. Et aujourd'hui, le système économique est en train de se détruire lui-même, non seulement parce qu'il utilise des vieilles technologies polluantes, mais aussi parce qu'il ne paye pas les conséquences de cette pollution. Merci. Justement, je poursuis un petit peu suite à votre réponse. Justement, les dégâts qu'on constate dans la nature provoqués par les activités humaines. Est-ce que, d'après vous, ces dégâts ne sont pas dus justement à une crise de l'intelligence humaine? Quand on voit, par exemple, la pensée économique, y compris la pensée keynésienne, qui parfois, justement, transforme les valeurs écologiques en valeurs financières. Donc, est-ce qu'on pourrait, par exemple, envisager une protection de la nature sans changer la pensée économique, sans pencher l'intelligence? Voilà un peu ma question. Oui, parce que, vous savez, le vrai capitalisme, qu'est-ce qu'il vise à faire? Il vise à augmenter le capital, à en faire profiter le maximum de gens possible pour qu'ils puissent consommer et pour qu'ils puissent s'enrichir et devenir des consommateurs, des clients, etc. Donc, on vise à augmenter le capital. Aujourd'hui, le capitalisme détruit le capital. Donc, c'est même plus du capitalisme, c'est une perversion néolibéraliste qui fait qu'on détruit le capital humain en mettant des salaires les plus bas possibles, ce qui permet même plus aux ouvriers de vivre. On détruit le capital environnemental en polluant la nature et en détruisant, en polluant les océans, les sols, l'air, etc. Et on détruit le capital des ressources de la planète en gaspillant tout ce qu'on extrait, tout ce qu'on consomme. Donc, on ne fait pas du capitalisme. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, si on veut vraiment survivre sur cette planète, c'est supprimer les perversions du système. Les perversions du système, c'est les inégalités sociales qui sont absolument inadmissibles, qui sont moralement inacceptables, mais qui sont aussi dangereuses, parce que c'est clair qu'on assistera à de plus en plus de troubles sociaux, de révolutions venant de tous ceux qui n'ont plus rien à perdre sur cette planète. On est dans un système qui aujourd'hui doit rendre la vie durable. Et le fait de s'enrichir à court terme par pur égoïsme, au détriment de la nature et au détriment des autres, c'est quelque chose qui doit simplement pas être accepté. Et le rôle des gouvernements aujourd'hui devrait être un rôle de leadership, un rôle où on garantit le bien-être de la population à long terme et où les comportements déviants, polluants, égoïstes et dangereux
sont recadrés et interdits. Justement, est-ce que, comme disait Michel Serres dans son livre Le contrat naturel, en parallèle avec ce qu'avait dit Jean-Jacques Rousseau, je pense qu'il est d'origine suisse, qui disait qu'il faut un contrat social. Alors, en parallèle, Michel Serres, qui nous a hier, qui disait qu'il faut peut-être un contrat naturel, un contrat entre la nature et l'homme. Justement, Michel Serres dit que le local aujourd'hui pollue le global. On voit avec Tchernobyl, aujourd'hui, on voit aussi avec c'est-à-dire cette mondialisation, un petit effet localement qui se propage sur toute la planète. Donc, est-ce qu'on ne peut pas envisager un contrat naturel qui permettrait justement de faire la paix avec la nature? Alors, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus de ça, mais il faut leur en offrir la possibilité. Et aujourd'hui, il y a toute une série d'étapes qui rendent ça difficile. Vous avez tous ceux qui, par égoïsme, veulent continuer à s'enrichir au détriment de la nature et au détriment des autres. Et ça devrait être interdit. Il y a ceux qui sont dans des situations des sociétés qui produisent, que ce soit des voitures, des produits chimiques, etc., depuis des décennies. Et pour changer de cap, c'est long. Donc, ils aimeraient pouvoir changer de cap, mais ils savent que s'ils changent de cap trop vite, l'entreprise fera faillite et ça fera des milliers de personnes au chômage. Donc, ces gens-là, il faut les aider. Ces entreprises, il faut les aider. Il faut justement leur permettre de se diversifier. Il faut leur montrer qu'il y a des technologies qui permettent d'être beaucoup plus efficients. Et paradoxalement, c'est en étant plus efficient sur le plan énergétique et ressources naturelles, en diminution du gaspillage, économie circulaire, etc. C'est comme ça qu'ils seront plus compétitifs. Donc, il faut les aider à le faire. Et puis, il y a tous ceux que ça n'intéresse pas. Et ceux-là, ils suivent le mouvement, mais il faut que le mouvement aille dans la bonne direction, sinon ils continueront à suivre un mouvement qui est dangereux et polluant pour la vie de tout le monde. Et justement, est-ce que pour arriver à ces objectifs, M. Bertrand Piccard, ne faut-il pas faire tout un programme d'éducation et de sensibilisation? D'ailleurs, Michel Serres, dans une autre partie de son livre, il disait que sans changer la culture, on ne peut pas éviter la pollution. C'est-à-dire pour lui, la pollution culturelle est en amont par rapport à la pollution industrielle. Alors, je suis d'accord, mais si on fait des nouvelles instances d'éducation, qu'on éduque davantage les enfants, c'est vrai qu'il faut le faire, mais d'ici que ces enfants deviennent les décideurs politiques et économiques du monde, il faudra 30 ans. Et on n'a pas 30 ans dans nous pour changer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut éduquer les adultes, il faut éduquer les chefs d'État, les ministres, les parlementaires. Et qui c'est qui peut le faire mieux que les médias? Finalement, c'est les médias qui sont les relais de toutes ces idées fondamentales. Et si les médias soutiennent vraiment une croissance économique efficiente, qualitative, verte, écologique, à ce moment-là, les gouvernements seront beaucoup plus enclins à suivre parce que c'est vrai que les médias sont ceux qui aident à forger les idées politiques des électeurs et des citoyens. Donc, un gouvernement qui veut gagner des élections, eh bien, il faut qu'il soit orienté aussi dans la bonne direction par des médias qui influencent les électeurs. Et on voit que si aujourd'hui les médias nient les questions de changement climatique ou les questions de pollution, eh bien, ça fera des catastrophes. C'est pour ça que je donne des interviews, c'est pour ça que je donne des conférences. C'est parce que c'est le meilleur relais pour que la population encourage les gouvernements à prendre des décisions qui s'imposent aujourd'hui. Mais heureusement, comme vous savez bien, M. Bertrand Piccard, le temps du politique agit à court terme. C'est en fonction des élections à venir. C'est en moyenne 5 ans, 4 ans. Et l'homme politique essaye de satisfaire ses électeurs.
est-ce qu'il ne faut pas justement, même pour la rentabilité financière, on agit toujours sur un moyen terme, alors que l'écologie, c'est du long terme. On ne voit l'effet de la pollution qu'après 100 ans, 200 ans. D'où ma question, ne faut-il pas réformer justement le temps des politiciens, le temps des managers, justement pour tenir compte du temps des écologies, des écologies? Alors, c'est sûr qu'il faut des leaders politiques qui montrent la direction dans laquelle s'engager. Et il y en a peu qui ont le courage de le faire. Vous avez un roi, que Dieu l'assiste, qui est visionnaire et qui prend les décisions qui s'imposent pour la nature. Le programme marocain d'énergie renouvelable est remarquable en termes de solaire, en termes d'éolien. La vision de Sa Majesté, c'est 52% d'énergie renouvelable en 2030, pas en 2050, en 2030. On sera là pour voir le résultat. Lui aussi. Et ça, c'est courageux. Parce que souvent, on met des buts à 2050 quand personne ne sera là pour contrôler. Donc, on a besoin de visionnaires. Et c'est pour ça que j'admire beaucoup le Maroc. C'est une des raisons pour lesquelles je trouve que ce pays est formidable, c'est qu'il y a des visions. Et sur le plan énergétique et d'énergie renouvelable, c'est vraiment important. Merci beaucoup. Alors, pour arriver au mot de la fin, je vous laisse le mot de la fin, mais à travers deux citations qui vous appartiennent. La première, c'était le moment de votre atterrissage à Rabat. Vous avez dit une chose très intéressante à 23h30. Vous avez dit que la technologie qui est dans cet avion doit être utilisée pour un bon bien-être sur terre ferme. Ça, c'est la première citation que vous avez prononcée à Rabat. La deuxième, c'était, je crois, à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. C'était vers 2015, je crois, vers la fin. Vous avez dit que j'ai fait le tour du monde avec un avion solaire, avec zéro goutte de carburant. Normalement, avec les moyens que nous avons sur la terre ferme, on doit normalement s'en sortir. Et donc, par rapport à ces deux citations, je voudrais que vous prononcez le mot de la fin pour les lecteurs de Elto Magazine qui se trouvent dans presque 188 pays, 250 000 lecteurs, et je vous laisse le soin de leur adresser le mot justement positif pour ce contrat avec la nature, pour une meilleure écologie pragmatique. Alors, c'est vrai, pour revenir à ces citations, que j'ai initié le projet Solar Impulse pour montrer qu'avec des technologies propres et des énergies renouvelables, on peut accomplir des buts à peu près impossibles ou a priori impossibles. Et quand on réussit à faire quelque chose d'aussi incroyable que de voler autour du monde sans carburant, c'est clair que ces mêmes technologies peuvent être utilisées dans beaucoup d'autres domaines sur Terre, parce que sur Terre, c'est plus facile de les utiliser qu'en l'air. On voit qu'aujourd'hui, toutes ces technologies et encore d'autres qui existent, qui sont devenues rentables pour l'industrie, permettent dans les domaines de l'eau, de la mobilité, de la construction, de la production d'énergie, de l'industrie, de l'agriculture, d'être beaucoup plus efficients, beaucoup plus propres, de respecter la nature, mais en même temps de créer des emplois et de faire du profit. Donc Solar Impulse, c'était le symbole volant de cette philosophie, et maintenant il s'agit de l'appliquer effectivement au jour le jour sur terre ferme, pour que ça devienne totalement pratique, concret et intégré dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand Piccard, et à bientôt, et bonne journée. Merci beaucoup. À vous aussi, à vos lecteurs, et à votre pays, le Maroc, que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand Piccard, et à la prochaine fois, Inch'Allah. Très volontiers. Volontiers. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.